Nous avons réuni 4 participants, un universitaire et 3 acteurs de terrain. Ils vont échanger sur leurs réflexions, ils vont nous parler de leur expérimentation, avec en toile de fond la question de savoir si les dispositifs qui sont en train de se mettre en place, qui parfois sont même encore en cours de réflexion, vont déboucher sur des emplois qui pourraient devenir pérennes, parce que c'est toujours la même question et chaque crise montre qu'on met des personnes dans des dispositifs, mais qu'une fois leur formation terminée, ils n'accèdent pas forcément à l'emploi. Tout d'abord, je vais donner la parole à Bruno Palier, directeur de recherche CNRS en sciences politiques à Sciences Po, pour nous aider à cadrer un petit peu le débat. Les non qualifiés, de quoi on parle? Qui sont ces personnes? Est-ce que la crise a modifié leur profil? Ensuite, nous allons parler des expérimentations locales. Je vais d'abord donner la parole à Alain Robin, qui est directeur de la Maison de l'Emploi et de la mission locale de Bocage-Bressuiret dans les Deux-Sèvres. Ensuite, Chloé Siméa, directrice générale de Croix-Rouge Insertion, viendra nous dire ce que fait la Croix-Rouge. Et Davila Hundert, directrice de Citécoop, conclura cette première partie. Avant de vous laisser la parole pour poser des questions, en gros la dernière demi-heure, nous reviendrons interroger Bruno Palier pour lui demander si tout ce qu'il a entendu de la part des acteurs de terrain correspond selon lui aux enjeux. Est-ce que ça va permettre d'y répondre? Et est-ce que dans ses travaux, il a repéré d'autres exemples, d'autres expérimentations, peut-être conduites dans d'autres pays, qui pourraient inspirer aussi les acteurs français. Donc, voici le programme. Nous allons commencer directement par rentrer dans le vif du sujet. Bruno Palier, donc vous avez la parole pour nous aider à comprendre de quoi on parle ce soir. Donc, qui sont ces non qualifiés? Que peut-on dire sur les emplois qu'ils occupaient, sur ceux qui pourraient occuper demain? Et est-ce que le profil de ces personnes a évolué avec la crise? Alors, vaste programme pour 3 minutes, je crois que vous m'avez donné, mais je voudrais essayer de commencer par un contre-pied, en fait, et de ne pas reprendre l'appellation que vous utilisez, mais vous l'utilisez parce qu'elle est utilisée partout, de non qualifié. Et moi, je crois, j'espère que c'est ce que nous a appris la crise, qu'il faut apprendre à nommer les personnes et ceux qui travaillent différemment. Mais avant de faire ça, je voudrais juste rappeler, on peut se demander un peu, cette crise, elle fait quoi? Cette crise, elle, en première approximation, elle démultiplie, elle rend encore plus visible les situations déjà présentes. Elle démultiplie, vous le savez, il y a sans doute, certains d'entre vous le savent mieux que moi, 1 million de pauvres en plus, pauvres au sens 60%, moins de 60% du revenu médian. On peut aussi regarder du côté des bénéficiaires du RSA. Il y a plus de bénéficiaires du RSA, beaucoup plus qu'il y a un an. Parmi ceux-là, il y a à la fois plus de gens qu'on avait déjà l'habitude de voir au RSA, mais aussi des nouvelles populations, des jeunes sans filets familiaux, des étudiants qui pourraient espérer l'avoir et qui ne l'ont pas. Donc ça, c'est ceux qui ne bénéficient pas du RSA, mais qui sont pauvres. Mais vous avez parmi les nouveaux bénéficiaires, si on veut, beaucoup de salariés précaires qui n'ont pas pu continuer dans la précarité, si je peux m'exprimer ainsi, c'est-à-dire les fins de contrat courts, les fins de contrat, etc., qui vivaient dans certes l'insécurité, mais pouvaient reproduire, et ça s'est arrêté, notamment, on le sait, dans le secteur de la culture, du tourisme, de la restauration, mais quelques autres aussi. Et puis une nouvelle population, je pense qu'il ne faut pas négliger cela, les indépendants, les petits commerçants. Ça, c'est quelque chose de radicalement nouveau. Et je pense que c'est important qu'on ait tous conscience que voilà, il y a des publics nouveaux qui
qui sont en grande difficulté. Et là, et encore, vous voyez, ne serait-ce que pour faire ce contre-pied, parmi ces potentiels bénéficiaires du RSA, en tout cas des gens pauvres, vous avez des gens qui ont des qualifications estampillées par l'école et l'université. Les étudiants, les artisans commerçants peuvent avoir des formations, etc. Donc, faut qu'on se détache de l'idée, on est pauvre parce qu'on est sans qualification, quand on est sans qualification, on est pauvre. C'est la plupart du temps vrai, c'est mon deuxième point, c'est la plupart du temps vrai parce que nous entrons dans ce qu'on appelle l'économie de la connaissance. Donc, vous savez, l'économie de la connaissance, c'est l'idée qu'aujourd'hui, la productivité des emplois repose sur le capital humain, sur des savoirs, des qualifications, beaucoup plus que sur les capacités à reproduire les mêmes gestes, qu'il y a une sorte de course-poursuite entre le progrès technologique et les qualifications, et ceux qui s'en sortent dans cette économie de la connaissance, et ceux qui sont qualifiés. Ça, c'est la pensée actuelle et qui fait que quand on n'a pas de qualification, eh bien, on a beaucoup plus de difficultés aujourd'hui qu'on aurait pu en avoir il y a 30 ou 40 ans, parce qu'il y a 30 ou 40 ans, on pouvait rentrer à l'usine sans qualification et puis on montait l'échelle des responsabilités. C'est beaucoup moins vrai aujourd'hui et on peut le prouver par le fait que l'écart de risque de chômage, il est de 1 à 4 entre quelqu'un qui a un diplôme de l'enseignement supérieur et quelqu'un qui est sorti sans qualification du parcours scolaire. Et cet écart de 1 à 4, il est bien supérieur à l'écart que l'on pouvait avoir entre les qualifiés et les non qualifiés en termes de risque de chômage il y a ne serait-ce que 20 ou 30 ans. Donc, ne pas avoir de qualification est aujourd'hui quelque chose qui est comme un risque social de précarité et de pauvreté. C'est quelque chose que l'on voit dans les statistiques et que j'imagine vous voyez dans les personnes avec lesquelles vous agissez, vous travaillez. Mais je le disais, troisième temps, contre-pied. Qu'est-ce qu'elle montre, cette crise? Elle montre effectivement des gens en grande difficulté dont on peut dire qu'ils sont non qualifiés. Mais qu'est-ce qu'on entend par là? Non qualifiés, ça veut dire qu'ils n'ont pas un diplôme, ils sont pas estampillés, ils n'ont pas reçu un machin d'une école, d'un IUT, d'une université, d'une grande école, etc., disant voilà les qualifications, vous savez faire ci ou ça parce que vous avez réussi les examens. D'accord? Et c'est ça que juge souvent l'employeur, le marché du travail, et en tout cas c'est à ça auquel on pense quand on dit les non qualifiés. Quand on dit les non qualifiés, les économistes nous expliquent que du fait du manque de qualification dans l'économie de la connaissance, ils ne sont pas productifs. Il y a des gens qui ne sont pas productifs parce qu'ils n'ont pas de qualification, ils sont non qualifiés. Et comme ils ne sont pas productifs, pour un économiste néoclassique, vous voyez ce que c'est un économiste néoclassique? Voilà, c'est ceux qui pensent l'économie, mais qui ne font pas que la pensée, c'est ceux aussi qui décident des politiques économiques. Eh bien, comme on considère que dans l'économie de la connaissance, ce qui fait la productivité, c'est la qualification. Si on n'est pas qualifié, on n'est pas productif. Donc, il est normal, entre guillemets, pour un économiste néoclassique, que vous ayez très peu de salaire et que vous soyez dans la précarité. Parce que vous n'êtes pas productif, donc vous ne méritez pas, le marché ne peut pas vous attribuer un salaire important. Okay, donc, c'est normal dans l'économie de la connaissance que vous soyez pauvre, précaire, sans qualification. Et du coup, la solution, c'est il faut les former. Il faut essayer de les former mieux, plus à l'école. Et en tout cas, quand ils sont chômeurs, il faut les amener à la formation. Mais vous êtes bien placé pour savoir que c'est très difficile de former quelqu'un, c'est-à-dire quelqu'un qui a échoué à l'école, quelqu'un qui s'est fait tabasser à l'école, qui a pris tout le temps des mauvaises notes soulignées au stylo rouge, de lui dire « Tiens, tu vas retourner à l'école, tu vas faire une formation ». Vous savez bien qu'il y a beaucoup de réticences, de difficultés, que c'est en fait appuyer là où ça fait mal. Moi, ce que je voudrais, pour terminer ce propos introductif, c'est questionner cette idée de non-productivité et d'absence de qualification à l'aune de ce que la crise nous a montré. Qu'est-ce qu'elle a montré, la crise? Qu'est-ce que le premier confinement a montré? En gros, il y a 3 classes dans notre société aujourd'hui. Il y a les super qualifiés, les cadres, les chercheurs au CNRS comme moi, les chercheurs comme Thomaso, qui n'ont pas vu la crise. Alors oui, on est confinés chez nous, et on parle à des écrans au lieu de parler à des collègues et à des individus. Mais c'est tout. Le reste, le revenu, il est toujours aussi bon. La progression de carrière, elle sera pas touchée. On a pu télétravailler. On l'a pas vu passer, la crise. Comme toutes les autres, d'ailleurs.
hein, les 30% de gens très qualifiés, reconnus, estampillés, que ce soit dans le public ou dans le privé, ils ont des carrières ascendantes depuis 30 ans et ça continue. Et la crise, pas de problème, on télétravaille, c'est tout, et on est outillé pour le faire, etc. Deuxième classe, la classe de ceux qui voient leur situation être de plus en plus difficile. C'est en partie les gilets jaunes, en partie des gens qui ont des situations, qui ont des CDI, qui ont des emplois, des voitures, etc., mais qui savent que il n'y a plus d'augmentation de salaire, que c'est les prochains sur la liste qui vont se faire licencier. Et ceux-là, c'est souvent ceux qui travaillent dans des tâches un peu répétitives dans l'industrie ou dans les services et qui voient les emplois disparaître et qui protestent. Pendant la crise, beaucoup d'entre eux ont été soit, je le disais, en fin de contrat, etc., soit en chômage partiel, en fait. Donc maintenus dans une situation relativement stable, mais qui peut se terminer du jour au lendemain. Et puis, il y a un troisième groupe. Et vous savez quoi, ce troisième groupe, il a continué de travailler pendant la crise, et on a même dit qu'ils étaient essentiels. Et c'était qui les essentiels? Ceux qui ont été en première ligne, ou en deuxième ligne, ceux qui ont dû continuer d'aller travailler, même pendant le premier confinement. C'est des gens qui travaillent dans les services. C'est les services régaliens, la police, les pompiers, l'armée. C'est ceux qui travaillent dans les services logistiques, la distribution de l'eau, de l'électricité, de la collecte des déchets, etc. Ils ont dû bosser. Ils sont mal payés en général, pas très productifs. Et puis, et surtout, les femmes qui travaillent dans les services aux autres. Dans les soins, n'oubliez pas qu'à la télé, on ne voit que des hommes médecins, mais dans le secteur de la santé, c'est 70% des femmes. Médecins, mais infirmières, mais aides-soignants, etc. Les personnes qui s'occupent des enfants, les personnes qui s'occupent des âgés, les personnes âgées dépendantes, etc. Ces personnes-là, elles ont pris le bus, sont allées bosser. On les a dites essentielles. Ces personnes-là, les services aux autres, sont payées au SMIC, à peine plus. Elles n'ont pas forcément des contrats stables. Elles sont précaires. Pourquoi? Parce qu'elles sont dites non productives, non qualifiées. Beaucoup d'entre elles, les services aux autres. Et moi, je pense qu'on doit partir de là, de s'interroger. Qu'est-ce que c'est que ces classifications, ces catégorisations des gens qui disent que des personnes sont non qualifiées, mais qu'elles sont essentielles? Quand tout s'arrête, on est quand même obligé qu'elles continuent d'aller bosser parce qu'autrement, on crève, tout simplement. On crève. Et donc, quelle est la science économique qui n'est pas capable de reconnaître l'utilité, la productivité de ces emplois sans lesquels on ne peut pas vivre? C'est ça la question. Et donc, moi, je n'ai pas envie de dire non qualifié. J'ai envie de dire non reconnu. Qualifié, disqualifié, des gens disqualifiés, mais essentiels. Voilà, donc, interrogeons-nous sur ces choses-là. Vous direz peut-être, c'est bien gentil, mais personne ne l'écoute et on va continuer comme tel. Mais il s'est passé des choses pendant cette crise. C'est que on a parlé des premières, deuxième lignes. Vous avez vu que ça revient là, qu'il y a des primes qui étaient promises, qui n'ont pas été versées, qu'il va peut-être falloir le faire, qu'on peut questionner, qu'il faut continuer de questionner. Et du coup, ça nous amène peut-être à questionner aussi la relation à des personnes qu'on va pas forcément mépriser parce qu'on dit non qualifié, mais qu'on va catégoriser comme tel, alors qu'on va pouvoir chercher ailleurs leur productivité, leur qualification. Pour terminer là-dessus, moi je m'adresse habituellement aux économistes néoclassiques et je leur dis ok, donc la babysitter, la personne qui s'occupe des enfants, la femme de ménage, elle est sans qualification, elle est non productive. Mais toi, quand tu vas confier tes enfants à quelqu'un, est-ce que tu prends n'importe qui? Quand tu choisis une femme de ménage, est-ce que tu prends n'importe qui? Et l'économiste néoclassique, il dit, non, bien sûr. Il y en a qui travaillent mieux que d'autres. Ah oui, la qualité. La qualité, c'est ça l'essentiel dans le monde des services. Et pour la qualité du service rendu, il n'y a pas forcément toujours une grande école pour attribuer ces diplômes à la qualité. Et je crois que c'est un des ressorts essentiels aujourd'hui, c'est d'essayer de concevoir autrement la productivité, la qualification autour de la qualité du service que l'on peut rendre. Voilà. Pour mes propos introductifs. De ce que vous avez dit, je retiens quelque chose qui m'avait un petit peu échappé peut-être, que c'est pas forcément les non qualifiés qui aujourd'hui sont précarisés, parce que dans les non qualifiés au sens
vous l'avez entendu, il y a des premières lignes, il y a des deuxièmes lignes. Les personnels de santé, ils ne sont pas aujourd'hui en mal d'insertion. Ils sont en mal de reconnaissance, mais pas forcément en mal d'insertion. Donc, c'est très compliqué à appréhender. Est-ce que, Alain Robin, dans votre maison de l'emploi et la mission locale, vous avez un petit peu la même perception? C'est très difficile d'expliquer concrètement qui sont les victimes de la crise. Qu'est-ce que vous voyez dans votre territoire? Avec quels outils vous allez aider ces personnes, que je n'ose plus appeler non qualifiées, puisque c'est beaucoup plus complexe que ça. Et ensuite, comment, avec quel espoir et avec quel emploi à la clé? C'est peut-être même pas une question d'emploi, d'ailleurs. Je rejoins ce que vous venez de dire et ce qu'on vient de dire, Monsieur Pallier. C'est effectivement très, très compliqué de qualifier ces non qualifiés, justement. Surtout sur un territoire comme le nôtre. Je suis le directeur de la maison d'emploi du Bocage Bressuirais, donc Bressuire. Bressuire, c'est dans le nord-ouest des Deux-Sèvres. C'est dans le fameux, enfin, dans un des triangles d'or de l'emploi entre Bressuire, les Herbiers et Cholet. On parle beaucoup des herbiers à la télé, mais sur le même type de bassin d'emploi, c'est le même type de bassin d'emploi. Avant la crise, le taux de chômage dans ce triangle était de 5 à 6%. Hein, les entreprises avaient énormément de difficultés à recruter. Ce sont des industries de main-d'œuvre, ce sont des industries agroalimentaires, menuiserie industrielle, métallurgie, avec énormément de difficultés à recruter. Donc fin 2020, fin 2019, début 2020. Et je dirais qu'aujourd'hui, on est au même stade. C'est-à-dire qu'on doit être retombé sur un taux de chômage qui doit être aux alentours de 6%. Aujourd'hui, les précaires, les très précaires, les non qualifiés, pour nous, ce sont qui savent tout simplement ni lire, ni écrire, ni compter. Puisqu'à partir du moment où vous savez lire, écrire et compter en français, vous trouvez du travail sur notre territoire. Mais quel type de travail? Travail dans ces industries. Un chiffre, 75% des DPAE, déclarations préalables à l'embauche, concernent du travail intérimaire. Donc, c'est-à-dire que 3 emplois sur 4 sur notre territoire sont des emplois intérimaires. Donc, forcément, une très, très grande précarité qui touche beaucoup les jeunes. Aujourd'hui, on a une population d'immigrés très importante. Et quand je dis d'immigrés, c'est pas que des gens qui sont issus de l'immigration, c'est aussi des Français qui viennent d'autres régions travailler à Bressuire, ou plus simplement dans d'autres régions. Ce sont des gens qui viennent des populations d'outre-mer. Et on est sur une grande précarisation, mais c'est pas forcément des gens qui sont sans emploi. Ce sont des gens qui travaillent dans l'agroalimentaire, encore une fois, dans ces secteurs-là. Aujourd'hui, sur notre territoire, si effectivement, il y a un fossé qui se creuse entre ces travailleurs précaires, mais qui travaillent, et ceux qui ne travaillent pas, parce que pour le coup, ceux-là, ils sont vraiment exclus de tout, et exclus de tous les circuits. Alors, pour ceux qui ne travaillent pas, est-ce qu'il y a des dispositifs? Comment vous faites? Ceux qui ne travaillent pas, c'est ce que vous dites, c'est ceux qui ne savent pas lire, pas écrire, pas compter? Alors, ceux-là et les autres, je dirais, on a effectivement pas mal de dispositifs. Je dirais qu'aujourd'hui, on a jamais eu autant de dispositifs depuis quelques mois, même des dispositifs qui se concurrencent, notamment par rapport aux jeunes. Donc, il y a le plan à jeunes, une solution du gouvernement, mais vont s'ajouter les plans de la région, les plans du département, et donc on n'a jamais eu autant de dispositifs qui parfois ne servent pas forcément à ceux qui sont les plus loin de l'emploi, ceux qui savent, encore une fois, pas forcément lire, écrire et compter, là, parce que là, pour le coup, on est en grande difficulté. Au-delà de ça, on a, nous, pour les jeunes, en tout cas, un dispositif Garantie Jeunes, qui est un dispositif qui fonctionne plutôt bien, où on est sur de l'accompagnement long. Nous mettons aussi à côté, nous, des moyens, que ce soit avec nos partenaires sur un territoire pour apprendre les bases de la langue française, mais nous mettons aussi à notre niveau, on a mis en place il y a 2 ans un parc mobilité, puisqu'on est sur un territoire rural, où les gens, quand ils viennent, ils se concentrent sur la ville-centre parce qu'il y a les services sociaux, mais dès qu'il faut faire 10, 15, 20 km pour aller travailler dans les entreprises, ça pose tout de suite une difficulté. Quand je dis 10, 15 km, c'est la fois tout simplement 5 km. Donc vélo électrique, scooter, voiture et j'en passe, et tout ce qui est l'aide à la mobilité.
tout ce qui est aussi parcours de santé, puisque les gens qui sont dans les grandes précarités aujourd'hui, on s'aperçoit tout simplement qu'ils cumulent, hein, bien sûr, enfin ça, j'invente rien, enfin, vous le savez, c'est-à-dire que si on ne travaille pas aussi la question de la santé, bilan de santé, on a du mal à insérer ces personnes-là, ces jeunes-là. Donc voilà, c'est tout le parcours et toute l'aide dans la globalité que l'on propose à ces jeunes. Pour les conduire vers quel type de métier? Parce qu'il y a tout un travail de remédiation sociale à effectuer en amont. Je dirais que quel type de métier, en fait, quand ils arrivent sur le territoire, parce que pourquoi je parle plutôt de cette population-là, parce que c'est cette population-là aujourd'hui qu'on voit, nous, dans nos structures. Ils viennent pour travailler parce que la famille, les réseaux ont fait qu'on leur a dit qu'il y avait de l'emploi facile. Travailler dans un abattoir, à mettre des escalopes dans une barquette, c'est pas si compliqué que ça, au final. Sauf que, faut simplement lire les consignes de sécurité, être capable de communiquer en français. On n'est pas sur de la qualification, en fait. On n'est pas sur la qualification professionnelle. On est tout simplement sur des apprentissages pour aller vers l'emploi. C'est ça. C'est ça. On a un deuxième phénomène, M. Pallier l'a cité tout à l'heure, sur les étudiants. Ce qu'on constate, c'est que aujourd'hui, on a plein d'étudiants qui ont arrêté leurs études, tout simplement parce que confinement, orientation par défaut, on arrête. Il y a de l'emploi très facile sur le territoire. On prend cet emploi. Et je crois qu'aujourd'hui, on a du mal à se projeter. Et on est en train de fabriquer les futurs précaires de demain, alors que ces jeunes, sans cette crise, sans ces confinements, auraient continué. En tout cas, je ne dis pas qu'ils auraient continué dans la voie où ils s'étaient inscrits, mais ils auraient au moins été jusqu'au bout de leur année de fac. Ils seraient peut-être revenus bosser juillet et août, mais en tardant, ils auraient préparé l'année. Et là, en fait, ce que l'on voit, et c'est un piège sur notre territoire, c'est que l'emploi que l'on a, l'emploi de main-d'œuvre, l'emploi agroalimentaire, parce qu'aujourd'hui, l'agroalimentaire tourne à fond. Aujourd'hui, la menuiserie industrielle tourne à fond, puisque voilà, il y a eu de retard, donc ces entreprises ont besoin de personnel. Les agences de travail temporaire sont très contentes de trouver ces maintenant ex-étudiants, sauf que il y a une absence de projection. Souvent, ils sont issus de familles ouvrières, donc avec peut-être pas le ressort nécessaire pour les emmener un peu plus loin. Et on commence, nous, à voir arriver cette population-là, qui sont certainement les précaires de demain. Est-ce que, Chloé Siméa, vous êtes en première ligne aussi à la Croix-Rouge, est-ce que vous voyez aussi ces mêmes populations? Quand on a préparé un petit peu la table ronde, vous m'aviez parlé de vos priorités et des nouveaux programmes que vous mettez en place, qui justement sont mis en place. C'est pas hasard, ça fait le lien avec ce que vient de dire Alain Robin, au plus près des territoires. Vous faites aussi en sorte qu'il y ait tout un parcours d'accompagnement et pas qu'on fasse passer les personnes d'un dispositif à l'autre. Et puis, vous m'avez aussi parlé du travail avec les entreprises. Alors, est-ce que vous pourrez préciser un petit peu tout ça? Parce que ça paraît réellement très ambitieux. Bien sûr, bonjour à tous. Peut-être en deux mots, vous expliquer ce qu'on fait à Croix-Rouge Insertion. Donc, on est une filiale de la Croix-Rouge française et on porte des ateliers chantiers d'insertion, des entreprises d'insertion sur 13 territoires, hein, donc avec un ancrage local très fort. Et donc, nous accompagnons un peu plus de 1000 personnes par an sur ces dispositifs d'insertion par l'activité économique. Alors, d'abord, si vous me le permettez, en introduction, je voulais effectivement réagir aussi sur la thématique non qualifiée pour témoigner du fait qu'effectivement, dans les dispositifs d'insertion par l'activité économique, on retrouve tout type de parcours. Hein. On a des personnes qui, effectivement, sont très peu qualifiées. C'est bien sûr la majorité des personnes qui sont orientées vers les dispositifs d'insertion. Néanmoins, on a aussi des personnes d'un très fort niveau de qualification qui, à un moment ou un autre de leur vie, ont décroché par difficultés sociales, difficultés de santé, toute raison, tout accident de la vie qui fait qu'à un moment, n'importe qui peut décrocher et progressivement s'éloigner de l'emploi. Donc effectivement, je pense que l'enjeu, c'est principalement cette question de l'éloignement de l'emploi.
Nous, dans nos dispositifs, on accompagne plus de 70% de bénéficiaires de minima sociaux, donc des personnes qui en général n'ont pas travaillé depuis de très nombreuses années. Et donc effectivement, au-delà de l'aspect qualification, il y a vraiment une question de réapprendre ce que c'est que d'aller travailler le matin, de travailler en équipe, de travailler avec une hiérarchie. En tout cas, reprendre toutes ces habitudes qui sont nécessaires à pouvoir retrouver un emploi. Et donc nous, on agit vraiment comme un SAS vers le retour à l'emploi durable dans un milieu qu'on pourrait qualifier d'ordinaire. Donc ça, c'était le préalable. Cependant, effectivement, on essaye vraiment de travailler sur des méthodologies qui permettent d'accompagner des personnes aussi qui ont un faible niveau de qualification. Et je reprends ce que disait Monsieur Pallier sur des méthodes qui ne sont pas les méthodes traditionnelles scolaires qui souvent sont très rébarbatives pour ces personnes et pour tout adulte. Hein, je pense qu'il a travaillé, ça peut être difficile de reprendre on va dire une formation de type un peu scolaire. Et donc, pour ce faire, on travaille notamment sur tout un projet de parcours qui permettent d'accompagner les personnes sur des supports d'activité économique que nous leur proposons, jusque vers la sortie en emploi. Je vais vous donner quelques exemples concrets pour illustrer mes propos. Donc on a au sein de Croix-Rouge Insertion plusieurs filières d'activité. Une première filière, c'est la filière des recycleries. Donc on a 8 boutiques recycleries en France. Donc on accompagne des personnes en insertion sur des activités de vente, sur toutes les activités amont de préparation des produits qui vont être vendus en boutique, aussi de la réparation, etc., etc. Depuis l'année dernière, on est rentré dans un partenariat avec une grande entreprise qui s'appelle Kiabi, que tout le monde connaît. Et cette entreprise, qu'est-ce qu'elle nous apporte? Eh bien, elle vient former au sein de nos boutiques les salariés en parcours d'insertion sur un certain nombre de compétences, comme la vente, comme le merchandising. L'objectif étant d'augmenter les compétences qu'ils acquièrent pendant leur parcours au sein des dispositifs d'insertion. Et puis, Kiabi s'engage à recruter dans le cadre de stages les salariés en parcours d'insertion de Croix-Rouge Insertion avec tout un parcours de formation qui permet à l'issue de ce stage de valider un certain nombre de compétences qui ont été vérifiées par les encadrants des magasins de Kiabi et qui du coup permettent de valoriser le CV des personnes à l'issue de leur parcours d'insertion. On est en train de travailler sur des parcours du même type sur les métiers de la logistique, qui sont des métiers en très forte tension, qui recrutent beaucoup aujourd'hui. Hein. L'objectif étant de pouvoir, sur le parcours d'insertion, intégrer aussi des temps de formation qui permettent aux personnes de sortir de parcours d'insertion avec vraiment un parcours qualifiant qui leur permet d'aller directement vers l'emploi. Et puis peut-être dernier exemple qui me tient beaucoup à cœur, qui est une expérimentation que nous avons lancée avec une jeune start-up avec qui on a travaillé sur une expérimentation d'insertion vers les métiers du médico-social, donc dont on a beaucoup parlé déjà ici, les personnes en première ligne. Et donc, dans le cadre de ce projet, on travaille à former pendant 10 mois des personnes éloignées de l'emploi, qui n'auraient pas pu envisager de présenter le concours d'entrée en formation, en institut de formation d'aide-soignant, de le faire. Donc, on propose un parcours de 10 mois qui alterne pratique en EHPAD tutorée par des aides-soignants et formation. Tout cela avec un accompagnement social et professionnel pour lever les différents freins à l'emploi des personnes. Et donc, l'objectif, c'est qu'à l'issue du parcours, ces personnes puissent entrer en institut de formation d'aide-soignants, pour ensuite rentrer dans un parcours d'alternance EHPAD et institut qui leur permettra de décrocher le diplôme qu'elles souhaitent décrocher pour se diriger vers ce secteur-là. Donc voilà les quelques exemples que je voulais vous communiquer. J'ai compris que dans ces exemples, il y en avait beaucoup qui étaient encore en cours d'expérimentation. Est-ce que par rapport au premier, il y a déjà des résultats? Est-ce que justement d'accompagner progressivement toutes ces personnes vers l'emploi avec de la formation, de l'action sur le terrain, avec des partenariats entreprises, est-ce que ça conduit plus facilement à des emplois pérennes?
Alors, c'est très récent. Franchement, je Même la ne première. prendrai pas le risque de m'avancer puisque sur ces différentes expérimentations, je dirais on a un peu moins d'un an de recul, donc c'est difficile de le dire. En tout cas, ce qui est certain, c'est que c'est quand même une direction que prennent d'autres structures d'insertion, hein. L'idée d'aller vers des parcours qui soient plus qualifiants, plus professionnalisants. Nous, on y croit vraiment, mais on a nos preuves à faire, bien évidemment. Par ailleurs, on a aussi des projets de collaboration avec des entreprises, hein, parce que c'est aussi la bonne façon de permettre de trouver des débouchés plus rapides pour les salariés en parcours d'insertion. Donc un autre exemple, ça peut être aussi des co-entreprises, hein, le concept de joint venture social dont certains peuvent avoir entendu parler, qui sont des modèles sur lesquels une association et une entreprise co-créent une structure pour développer une activité économique à fort impact social. Nous, on en a créé une au niveau très local avec la criée aux poissons du Gros d'Agde, où on a créé une entreprise d'insertion en joint venture social avec cette criée aux poissons pour faire de la préparation, du prêt à cuire, du prêt à consommer en circuit court. C'est parti d'une idée qui est toute simple, hein. La criée faisait face à une problématique d'invendus ou de très fortes chutes des cours de certaines espèces à certains moments. Également, une situation où elle exportait une très grande partie de sa production et des espèces qui n'étaient pas consommées au niveau local. Et donc, on a décidé ensemble de créer une entreprise d'insertion qui a créé 5 postes en insertion et qui permet aujourd'hui d'alimenter les magasins locaux et la restauration collective locale avec du poisson issu de la pêche locale. Et donc, je pense que c'est aussi des exemples où on peut créer des liens avec les entreprises et aussi les employeurs potentiels, puisque ça permet aussi de développer des passerelles vers l'emploi. Merci beaucoup. C'est très intéressant, je trouve, et ça va bien faire le lien avec Davina Hounder. Donc, Davina, vous êtes à la tête de Citécoop. Alors, Citécoop, c'est une coopérative d'activité et d'emploi qui est née à l'initiative du Secours catholique Caritas France et de Cité Caritas. Alors, quand j'ai découvert ce que faisait Citécoop, j'ai été complètement emballée. Parce que Citécoop ne va pas ramener les personnes en difficulté, précarisées, vers un emploi dans une entreprise, mais elle va aider ces personnes-là à créer leur propre entreprise. Alors au début, j'étais très dubitative. Je me suis dit, mais on dit toujours, oui, c'est compliqué la création d'entreprise. Je me disais, mais créer une entreprise quand on est déjà précarisé, comment fait-on? Davina va vous expliquer. Davina. Bonsoir à tous. Oui, alors pareil, des petits préalables. Donc effectivement, on est une structure toute récente. On existe depuis novembre 2019 seulement. Donc on est une coopérative d'activité et d'emploi. Les coopératives d'activité et d'emploi, ce sont des coopératives, des entreprises partagées d'entrepreneurs qui mutualisent leur outil de travail. Nous, notre spécificité, c'est de s'adresser prioritairement à des publics fragiles, donc des publics très éloignés de l'emploi, des personnes ressortissantes de quartiers politiques de la ville, des jeunes, des personnes en situation de handicap. On a commencé à accueillir nos premiers publics en mai 2020 après le confinement. On a beaucoup souffert de la situation sanitaire comme d'autres structures, notamment sur des retards de mise en place. Et on a commencé à accompagner nos premiers entrepreneurs donc à partir du mois de mai, plutôt sur une phase de pré-projet, jusqu'à la signature de leur premier contrat d'appui au projet d'entreprise en septembre 2020. Donc, les premières entrepreneuses, parce que c'est une promotion exclusivement féminine, sont à peu près à mi-parcours, puisque notre parcours est de 15 mois. Alors, elles font quoi, ces premières entrepreneuses? Alors, elles font quoi? On a 2 personnes qui sont sur un projet commun de prestation de maquillage avec des produits bio et vegan. On a une personne sur de la prestation cuisine, sur de la cuisine réunionnaise. Une personne qui est sur du conseil en upcycling de garde-robe avec l'idée de venir conseiller les gens sur les vêtements qu'ils ont déjà pour se refaire une garde-robe, venir j'ai perdu le nom, customiser leurs vêtements ou retravailler leurs vêtements pour éviter de surconsommer des vêtements et juste réemployer en fait ce qu'on a déjà pour le rendre mieux. Et il m'en manque une qui est sur un projet de vente de produits cosmétiques capillaires à destination des chevaux afro avec pareil des produits bio et vegan.
Alors, comment on fait pour que ça ne se transforme pas en une aventure avec beaucoup de risques et beaucoup d'obstacles? Alors, ça s'accompagne. En fait, notre projet, il est né en 2017 dans l'idée de venir répondre à la précarisation du marché du travail. Enfin, on a vu le nombre de micro-entreprises exploser ces dernières années. Et alors, autant des micro-entreprises sur des freelances, sur des métiers plutôt qualifiés, c'est plutôt chouette pour eux, mais on a surtout vu toute la question des micro-entreprises Uber et Oui. Deliveroo exploser aussi. Et nous, ça nous a beaucoup inquiétés. Enfin, on a eu des publics. Moi, j'ai travaillé pour Cité Caritas pendant très longtemps. On a eu des publics qui ont été très touchés par ça et précarisés par ça. Donc, nous, l'idée, c'est de pouvoir accompagner le micro-entrepreneuriat, enfin, l'entrepreneuriat, parce que du coup, on ne passe pas du tout par de micro-entrepreneuriat pour ne pas fragiliser plus les publics. Donc, nous, on a plutôt vocation à accueillir du petit entrepreneuriat individuel, plutôt de l'artisanat, du service à la personne et un peu de service aux entreprises. Avec l'idée de partir des compétences des personnes, parce que tout le monde a des compétences, et du coup, je vais aussi rebondir sur ce que disait Bruno Palier, c'est que l'absence de qualification ne veut pas dire l'absence de compétences, c'est juste des compétences qui n'ont pas été valorisées par un diplôme, qui sont parfois pas valorisables par un diplôme, mais tout le monde a des compétences. Et certaines personnes, en plus de ces compétences, ont l'envie d'entreprendre et de monter leur activité. Donc, nous, on vient accompagner ça. Parce que l'entrepreneuriat, ça demande d'autres compétences hors des compétences métiers, des compétences très diverses et qui sont aussi transférables autour de la comptabilité, de la gestion, de la communication, de l'utilisation du numérique, de la force de vente aussi. Donc, nous, on vient accompagner ça à la fois sur des accompagnements individuels, mais aussi collectifs. On y apporte un statut qui est sécurisant. Les personnes viennent tester leur activité sous contrat d'appui au projet d'entreprise, qui est un contrat qui leur permet d'utiliser les outils de la coopérative et le numéro de SIRET. Qui leur permettent d'avoir une assurance professionnelle, d'être couverts en accident du travail et du coup d'avoir tout l'arsenal d'accompagnement qu'on propose. On a l'accompagnement socio-professionnel qui est peu ou prou le même que sur les SIAE, donc qui vient aider à la levée des freins périphériques pendant le parcours et en fin de parcours de test, qui vient capitaliser sur les compétences acquises en cas d'échec de l'activité, parce que même si l'objectif de l'activité économique, on sait que ce ne sera pas toujours le cas, donc de venir capitaliser sur les compétences acquises pour formuler un nouveau projet professionnel. La rupture de l'isolement aussi, on intègre nos entrepreneurs sous format promotion, ce qui leur permet d'échanger en cas de difficulté entre eux, de s'échanger des savoirs et aussi de pouvoir juste échanger tout court sur les moments difficiles et les joies. Vous m'aviez expliqué qu'il y avait une sécurisation des revenus quand même un petit peu. Voilà, c'est ça. En fait, c'est ça aussi sous statut CAP, l'un des objectifs, c'est que l'entrepreneur puisse se constituer une trésorerie aussi. Donc, en fait, tout son chiffre d'affaires va tomber sur notre compte à nous. Il peut choisir ou non de se débloquer une rémunération. Nous, en début de parcours, c'est quelque chose qu'on ne conseille pas. L'objectif étant vraiment de pouvoir se rembourser les frais quand il y a des achats professionnels à faire et de pouvoir aussi se constituer des salaires d'avance. Sous contrat CAP, on conserve son statut antérieur, et c'est vrai que c'est peut-être par ça que j'aurais dû commencer, c'est qu'on conserve ce statut. Donc, s'il y a des allocations chômage, des minima sociaux, on les conserve. En fait, tant qu'on ne se verse pas de rémunération, du coup, c'est pas des revenus qui sont déclarés, et ça permet de conserver sa CMU, son RSA, son AH, et de pouvoir être un peu plus serein, parce que du coup, les finances professionnelles vont pas venir impacter les finances personnelles tant que l'activité n'est pas régulière et rentable. Et une fois qu'elle est régulière et rentable, les entrepreneurs ont la possibilité donc soit de sortir de la coopérative, soit de créer leur entreprise, ou de rester dans la coopérative sous le statut d'entrepreneur salarié associé, donc qui est un contrat salarié qu'ils signent avec nous, qui est un équivalent de CDI, qui est propre aux coopératives d'activité et d'emploi, où l'entrepreneur va venir se salarier sur son chiffre d'affaires. Donc, pareil, il y a tout un travail qui est fait avec l'entrepreneur sur le lissage du chiffre d'affaires sur l'année pour éviter les écueils de trésorerie et les écueils de revenus. Oui. Et la question du renforcement du pouvoir d'agir aussi, qui est très importante chez nous, puisque les entrepreneurs participent à la gouvernance de la coopérative et ils sont aussi valorisés par la question des échanges de savoir-faire, puisque du coup, ils échangent beaucoup entre eux. Et ça les valorise beaucoup, c'est très important. On le voit beaucoup sur ça paraît rien comme ça, mais quand on les voit en collectif, on voit l'importance de ces valorisations-là. Ouais, c'est un cercle vertueux en fait qui se met en place. Tout à fait, exactement. Avec de la confiance, un projet, un accompagnement et une sécurité.
Exactement, tout à fait. Et c'est vrai qu'on voit, on commence à voir un peu les premiers effets. Alors c'est vrai que c'est un petit peu tôt pour Ouais, c'est parler tôt. de ça chez nous, mais on a fait nos bilans de mi-parcours là, des toutes premières entrepreneuses. Les bilans sont plutôt positifs. Elles continuent, elles renouvellent toutes leurs premiers contrats. Elles disent qu'elles ne se seraient pas lancées sans cette solution-là. C'est quelque chose qui leur faisait peur et elles n'auraient pas été vers du micro-entrepreneuriat. Et on voit la fréquence de leur sollicitation de l'équipe que le besoin d'accompagnement est réel. C'est très intéressant. Toutes ces initiatives montrent que les choses bougent. Bruno Palier, vous avez entendu, pour vous aussi, les choses bougent. Ces initiatives, qu'est-ce qu'elles suscitent en vous par rapport à vos travaux, par rapport à vos réflexions? Moi, ce que ça suscite, c'est que je trouve un trait commun, c'est plutôt que d'essayer de faire rentrer dans un monde très différent du sien des individus, c'est plutôt de partir des individus, de leurs propres compétences, d'essayer de les valoriser, de créer un environnement favorable. Somme toute, ce qui est jamais que ce qu'on fait pour les privilégiés. Les privilégiés, on peut le dire depuis Sciences Po, on leur crée un environnement favorable pour qu'ils développent leurs qualifications. Ben, simplement, on apporte à des gens non privilégiés la chose. Moi, j'ai entendu aussi co-construction. Je trouve que c'est important parce que plutôt que de se dire la formation, c'est juste préparer une offre de travail avec qualification pour un marché du travail privé qui fonctionne à côté. Non, on crée et l'offre et la demande en même temps. En même temps. Et du coup, ne pas avoir peur de l'entrepreneuriat, du privé, des entreprises et des choses comme ça, parce que c'est pas le même. C'est pas celui qui vire son PDG parce qu'il est un peu trop social. C'est au contraire de l'activité qui peut se vendre du service, recycler, etc., mais qui se co-construit. Pour finir, on voit bien que l'idée n'est pas de, excusez-moi Laurence, je reprends vos expressions, mais de ramener les gens vers l'emploi, c'est-à-dire des gens qui sont à la marge et on les ramène au centre vers l'emploi normal. Parce qu'il n'y a pas d'emploi normal, il y en a de moins en moins, il y a de plus en plus de précarité. C'est plutôt de créer des écosystèmes, de créer des capacités à être employeur, être employé et avoir des clients en plus, parce que la recyclerie, etc., c'est un écosystème où on met les usagers clients dans le cercle. Donc, c'est des choses systémiques qui partent des individus, de leur qualité, de leurs compétences, de leur savoir-faire. De leur envie aussi. De leur envie, mais j'insiste sur le fait que ce qu'il s'agit de faire, c'est pas un accompagnement forcé, mais plutôt de créer un environnement, de créer un terreau qui va permettre de développer tout ça. Et encore une fois, c'est bien ce dont manquent les personnes les plus en difficulté, alors que les plus privilégiés, c'est ça qu'on leur crée. C'est un environnement favorable dans l'habitat, dans les écoles, dans les grandes écoles, etc. Et il s'agit simplement de reproduire ça, mais on n'a pas l'habitude de le faire, et je trouve que c'est tout à fait formidable. Dans vos recherches, dans vos exemples, est-ce que vous avez vu des choses qui se passent dans d'autres pays avec d'autres types de publics, je ne sais pas, qui pourraient aussi inspirer la France? Moi, je vais prendre une comparaison, j'espère qu'elle n'est pas trop casse-gueule, hein, mais de même que vous étiez surprise, Laurence, à l'idée que des personnes sans qualification, en grande difficulté, deviennent chefs d'entreprise, de même, on peut être surpris de savoir qu'au Danemark, personne ne reçoit d'allocation handicap avant l'âge de 40 ans. Alors, est-ce que ça veut dire que les Danois sont des salauds qui abandonnent les handicapés? Non. Le présupposé, c'est que toute personne qu'on appelle, nous, handicapés ou en invalidité, en fait, a des potentiels, peut avoir des activités, et ça va être à la société, ça va être aux entreprises, ça va être aux services publics, de les accompagner, de faire en sorte qu'ils puissent gagner leur vie, et ça marche. Voilà. Donc, et je prends le handicap parce que vous savez, il y a eu un changement de paradigme dans les politiques publiques vis-à-vis du handicap. Au lieu de dire ce sont des personnes à qui il manque quelque chose et on va leur donner un emploi où il manque un peu quelque chose, c'est typiquement l'approche française pendant longtemps, le 1% des obligations. Non, on va se dire c'est la société, elle est pas accueillante, elle n'est pas accessible, elle n'est pas, et donc il faut changer la société pour tous les individus, y compris ceux-là, et non pas essayer de mettre des béquilles à des individus qui auraient des choses en moins. Voilà, c'est ce renversement de paradigme-là que je crus entendre dans les initiatives dont on nous a parlé, que moi j'ai retrouvé au Danemark. C'est investir dans les individus, leur faire confiance, et encore une fois, créer un environnement, créer un écosystème
ce qu'on fait pour les autres. Alors, encore une fois, là, vous m'avez entendu parler des néoclassiques, c'est faire pied de cette illusion que ceux qui réussissent dans nos sociétés sont ceux qui y arrivent tout seuls. Non, ceux qui y arrivent, ils ont bénéficié de 10 fois plus d'investissement public en termes de profs, en termes d'habitats, en termes de structures collectives, etc. Ils ont eu les bons environnements. Quelles sont les limites des expérimentations qu'on a entendues? Est-ce que l'un ou l'autre des participants en a déjà pointé? Je ne sais pas si c'est à moi que ça s'adresse, mais moi, ce que je sais, parce que j'ai été au LIEP et je vais me taire après, hein, c'est que très souvent, on croit que l'expérimentation doit déboucher sur une généralisation. Et ce qu'on oublie, c'est que la généralisation risque de tomber dans la bureaucratisation, standardisation, etc. Or, tout ce qu'on a entendu là, c'est l'intérêt du face-à-face, de l'interpersonnel, de l'adaptation au contexte particulier. Monsieur Robin nous l'a bien parlé, il connaît son bassin d'emploi et c'est différent à chaque endroit. Davina, elle connaît les individus et elle va chercher à savoir ce que chacune sait faire, ses propres capacités entrepreneuriales. Et donc, je crois que plutôt que de dire on fait d'abord de l'expérimentation et ce qui marche, on le retient, on le généralise, ce qui va être beaucoup la vision actuelle du pouvoir, en fait, hein, du gouvernement qui prône l'expérimentation, c'est dire, en fait, il faut démultiplier ces expérimentations parce que ce local, ce contextualiser, cette prise en compte des personnalités différentes, c'est ça qui fait que ça marche. Et donc, ça se généralise pas au sens, ça se standardise pas. Mais par contre, voilà, moi, je n'ai pas mentionné le fait, c'est qu'on sait que ça coûte beaucoup d'argent, c'est beaucoup d'encadrement, d'accompagnement, etc. Mais encore une fois, les privilégiés bénéficient de beaucoup d'argent pour créer un bon environnement. Et en ce moment, on gâche beaucoup d'argent à maintenir ou créer de très mauvais emplois. Vous parliez de la précarisation, etc. Le CICE, le crédit impôt compétitivité emploi, vous le savez, c'est aujourd'hui plus de 80 000 euros par emploi créé ou sauvegardé, c'est peut-être même 120 000 derrière les derniers calculs, très peu d'emplois créés ou sauvés, et pour un coût faramineux. Imaginez si je vous disais, Davina, Chloé, Alain, vous avez 120 000 euros pour un emploi. Voilà, vous voyez tout ce que vous pourriez faire, hein, c'est la fête. Et ben c'est la fête à Carrefour, parce que Carrefour bénéficie du CICE. Voilà. Chloé, Davina, Alain, vous voulez conclure? Vous voulez dire quelque chose en plus, répondre? Moi, je partage la dernière remarque, c'est-à-dire que sur les expérimentations, et je vois à travers ce que je vis, moi, sur la commune de Mauléon, à travers l'expérimentation territoire zéro chômeur de longue durée qu'on accompagne, c'est que les expérimentations territoriales n'ont pas forcément vocation à être uniformisées au niveau national. Il faut laisser vivre ce qui se passe sur les territoires, les accompagner. Ces sources de richesse, c'est souvent là où ça produit. Et je remarque que dès qu'on essaye de les standardiser et en fait d'une expérimentation arriver à un dispositif, on perd toute la substance scientifique et ça fonctionne plus. Oui, tout à fait. Effectivement, je pense que la question de la globalisation est plutôt un danger. Nous, on sait on va aller toucher un public un peu de niche, que l'entrepreneuriat, c'est pas fait pour tout le monde. C'est pas une solution qu'on va aller proposer à toutes les personnes en situation de précarité. Mais on sait que ça vient répondre à un besoin qui est certes restreint, mais qui a un vrai besoin. Et je pense qu'il faut garder cette pluralité des dispositifs et des potentialités. Chloé, le mot de la fin avant les questions Merci. Oui, peut-être 2 points. Le premier, c'est qu'effectivement, je rejoins Monsieur Pallier sur le fait qu'il y a en fait plusieurs changements de paradigme qui sont à l'œuvre en ce moment. Hein. Effectivement, la démarche de l'inclusion en est une, c'est-à-dire qu'on pense plus exclusivement, il faut insérer les gens, mais comment on fait évoluer les écosystèmes pour qu'ils soient davantage inclusifs. Il y a aussi le rapprochement entre le monde associatif et le monde de l'entreprise qui est quand même aussi clairement à l'œuvre aujourd'hui, et on a parlé d'entrepreneuriat social ici, c'est aussi comment les acteurs de l'impact social se saisissent de l'entrepreneuriat comme un levier justement pour créer des emplois, pour être dans eux-mêmes créateurs de cette richesse et pas uniquement être
potentiellement en sous-traitance d'autres et notamment d'acteurs privés. Donc ça, je pense que c'est des changements qui sont très importants. Et puis, je voulais juste rebondir sur un point qui avait été évoqué en introduction, sur l'utilité des emplois. Effectivement, vous avez évoqué les personnes qui ont été en première ligne, même pendant le premier confinement. Alors effectivement, parfois, on peut se questionner sur l'utilité des emplois, mais il y a aussi l'utilité de l'emploi pour les personnes. Et nous, on a constaté à Croix-Rouge Insertion que pendant le premier confinement, les activités qu'on a pu maintenir, eh ben, on avait 0 absentéisme pendant ces périodes-là parce que les personnes trouvaient un sens à venir travailler. Alors aussi parce que les activités qu'on propose sont des activités qui ont du sens, qui ont un impact social positif, etc. Mais pas que. Je pense que c'est aussi des personnes pour lesquelles l'emploi a été source de maintien de lien social pendant une période très très compliquée sur ce volet-là. Et donc, je voulais remettre l'accent sur l'utilité de l'emploi en tant que tel dans le lien social. Oui. Merci beaucoup. Donc, on va ouvrir la dernière partie de ce webinaire autour des questions. J'ai vu qu'il y avait pas mal de nouveaux messages, alors je voudrais en prendre quelques-uns. Il y a, alors, excusez-moi, j'avais François Rivet disait, et ça aussi, ça m'a un petit peu intéressée et intriguée. Pourquoi dans votre webinaire, il n'y a aucune mention du Pôle emploi? Ça veut dire qu'ils ne font rien? Alors, pas du tout, si je peux me permettre. D'une part, parce qu'on travaille énormément avec Pôle emploi au niveau local, et par ailleurs, parce que il se trouve que je suis administratrice de Pôle emploi, donc je ne vais pas du tout dénigrer le travail de Pôle emploi. Non, franchement, en fait, c'est des partenaires du quotidien. On n'en a pas parlé parce que c'est pas le cœur du sujet qu'on a traité aujourd'hui, mais bien évidemment, par exemple, Pôle emploi nous oriente une bonne partie des personnes qui sont accompagnées dans le dispositif d'insertion par l'activité économique. C'est souvent les conseillers Pôle emploi qui identifient le fait qu'une personne aurait besoin de ce SAS avant le retour à un emploi plus classique et donc nous orientent les personnes accompagnées et les suivent d'ailleurs tout au long de leur parcours et aident aussi à ce retour à l'emploi à l'issue du parcours. Donc bien évidemment, Pôle emploi est un acteur majeur. Davina, je pense qu'il y a une question qui est pour vous, qui est posée par Alice. Alice, vous voulez poser votre question sur les entrepreneurs qui ont des revenus qui ne leur permettent pas forcément de vivre. Donc, vous vous interrogiez sur est-ce que l'entrepreneuriat, c'est réellement une solution? Oui, enfin, ma question, effectivement, vous l'avez évoqué. J'entends le sens du travail et du retour à l'emploi par l'entrepreneuriat, mais quand on voit les si faibles marges d'une activité qui est quand même une activité qui emmène des risques et des fonds propres parfois et un temps de travail extrêmement important, je me questionne. Quand on retrouve le chiffre de l'ADI de 889 € par mois pour les entrepreneurs accompagnés. Donc, voilà. Le chiffre le revenu moyen des micro-entrepreneurs pas accompagnés, c'est 449 € par mois. Donc, on est encore bien en dessous. Alors, sur la question des fonds propres, nous, pour le coup, c'est quelque chose qu'on ne fait pas. On accompagne de façon différente. Les personnes n'engagent pas de fonds propres ou très, très peu. On essaie de trouver des solutions de financement qui leur permettent justement de prendre peu de risques à titre personnel. Sur les revenus que ça peut générer, c'est très très variable, ça dépend vraiment de l'activité et du territoire. Il y a des entrepreneurs en coopérative qui se font un énorme chiffre d'affaires. Je pense notamment aux activités de conseil, du coup, sur lesquelles nous on se dirige assez peu. Sur l'artisanat et le service à la personne, ça va dépendre. Sur le service à la personne, effectivement, on va aller rarement sur des hauts niveaux de revenus. On va plutôt effectivement tourner à peu près aux mêmes moyennes que l'ADI, puisqu'on accompagne sensiblement les mêmes publics que l'ADI. Sur l'artisanat, ça va pouvoir être beaucoup plus variable. L'artisanat peut être très très rentable selon le produit qui est proposé. Nous, l'objectif, effectivement, c'est pas forcément d'avoir un énorme chiffre d'affaires, c'est d'avoir un chiffre d'affaires qui soit stable, qui permette d'en vivre.
Après, oui, ça pourra continuer à être complété par des primes d'activité. Ludovic de Lalaudy, excusez-moi, vous aviez des questions pour Bruno Palier, j'aimerais bien que vous lui posiez. Oui, alors merci. Je voulais dire que j'avais été intéressé par ces propos-là. Mais alors du coup, il y a deux questions qui me viennent, entre autres. Une première sur, au final, quels sont ces mécanismes qui font qu'une société reconnaisse si peu les personnes essentielles à son fonctionnement et autant les personnes qui peuvent, si on y réfléchit bien, être largement moins essentielles. Alors, en posant la question, ce n'est pas simplement une curiosité mais pour derrière se dire, mais du coup, comment on déconstruit ces mécanismes-là pour reconstruire en inversant peut-être les tendances. Et puis, une deuxième question, moi je me rends compte, par exemple, dans l'accompagnement des personnes qui sont aujourd'hui sans emploi ou autres, que souvent on les oriente vers ces emplois type travailleuse familiale, etc., tous ces emplois bien essentiels et qui maintiennent dans la précarité. Et du coup, nous, en tant qu'acteurs sociaux, est-ce qu'on n'est pas des ouvriers de cette injustice en entretenant cette société qui fait que d'un côté, il y a les non-essentiels qui vivent très bien et les très essentiels qui continuent à faire tourner. Voilà. Est-ce que vous êtes les contremaîtres du capitalisme de la connaissance? Exactement. Oui. Vous n'êtes pas obligé de me rassurer. Non, sur le premier point, d'abord, pour la réponse la plus courte, c'est voilà, j'ai écrit un texte cet été, en fait, qui s'appelle « Pourquoi les essentiels ou les personnes occupant un emploi essentiel sont-elles si mal payées ?» Et j'essaye d'apporter une série de réponses à ça. Donc, je vous renvoie à ce texte qui, en fait, est disponible en ligne sur le site du LIEP, du Laboratoire interdisciplinaire d'évaluation des politiques publiques. Et en gros, je dis, voilà, d'abord parce que c'est des emplois, une partie des emplois des services aux autres étaient conçus comme non rémunérables, puisque c'était des emplois prodigués par des femmes à la maison. Donc, c'est juste pas payé pour faire ça, très souvent. Donc, voilà, vous voyez, c'était même pas de salaire. Puis, il y a eu l'idée que c'était des tâches pour lesquelles il n'y avait pas besoin de qualification, puisque c'était des tâches que les femmes savaient faire par nature, des emplois féminins. Donc là, il y a tout le travail que beaucoup de chercheuses ont contribué à montrer de la dévalorisation du care et de toutes les compétences qu'il y a derrière le care, la tolérance, l'attention aux autres, la patience, enfin tout un tas de qualités, mais qu'on n'apprend pas forcément à l'université. Puis les théories économiques, ça commence avec quelqu'un qui s'appelle Baumol, de dire que les services, c'est pas productif. Je passe rapidement. Développé par la théorie néoclassique. Donc, vous avez là la science qui vient valider l'idée que c'est des emplois qui ne sont pas qualifiés. Et puis, le dernier point que je fais, c'est tout un tas de politiques publiques que l'on met en œuvre en France en particulier depuis les années 90, de dire pourquoi il y a du chômage? Parce que les gens ne sont pas qualifiés. Pour pouvoir lutter contre le chômage, et ici, ils ne sont pas qualifiés, ils ne sont pas productifs, donc du coup, ils coûtent trop cher. En France, développer des emplois pour les non qualifiés, dits non qualifiés, ça coûte trop cher, c'est pour ça qu'il y a du chômage. Et donc, c'est quoi la solution? C'est de baisser le coût du travail. Le problème, c'est que les politiques de baisse des coûts du travail, j'en ai parlé, c'est les baisses de cotisations sociales, elles font quoi? Elles créent des trappes à bas salaire et à précarité. C'est-à-dire que pour garder les emplois le moins cher possible, on les maintient sous le SMIC ou au niveau du SMIC. Et pour les développer, on a libéralisé la possibilité de faire du contrat de court, de l'intérim. Vous parliez de l'intérim tout à l'heure. C'est dans les années 80, pour créer des emplois de mauvaise qualité, qu'on a multiplié la possibilité de faire ces contrats de court, etc. Et je dois dire que le dernier point que je développe dans mon papier, c'est qu'on en a même fait une stratégie économique. Pour pouvoir ne pas être trop cher à l'exportation, il faut qu'on ait des emplois de services aux entreprises ou de services aux autres les moins chers possibles.
Donc en fait, c'est pas étonnant, c'est ce qu'on cherche à faire, d'avoir des emplois les plus précaires et les moins chers possibles dans les secteurs dits non qualifiés. La question politique, Monsieur Deloy-Lobby, c'est de se demander à qui ça profite tout ça. Voilà. Et moi, je vous l'ai dit au début, ça profite aux 30% de gens comme moi, comme les cadres du public et du privé, qui, eux, voient leur salaire augmenter et qui voient leur productivité en partie garantie et améliorée par le fait qu'il y a tout un tas de gens pour s'occuper de leurs gosses, pour s'occuper des personnes âgées, pour leur apporter à bouffer, pour leur livrer toutes les choses. Donc, moins de temps passé à ces tâches dites bas de gamme ou non qualifiées, parce qu'il y a plein de gens qui sont payés pour le faire et ils sont payés pas cher. Le dernier point, les baisses de cotisations sociales, les baisses d'impôts quand vous employez une aide à domicile, ça va à qui? Ça va à l'employeur, ça va pas aux salariés. Ça ne va pas, les personnes qui vous rendent le service. Non, celle-là, elle doit être maintenue dans un emploi peu qualifié. Par contre, on vous rend, vous, plus riche pour pouvoir employer ces gens-là. Vous payez moins d'impôts pour pouvoir employer ces gens-là. Et c'est vrai pour les grands employeurs privés comme Carrefour, je le citais tout à l'heure, le grand bénéficiaire du CICE, comme c'est vrai pour les employeurs particuliers. Moi, je voudrais ajouter, j'ai vu une question de M. Rivet, qui dit comment imaginer que ces micro-expériences soient des solutions à 1,5 million de chômage. Monsieur Rivet, je voudrais vous rappeler qu'il y a en France 287 grandes entreprises et qu'il y a 139 941 PME de moins de 10 salariés et qu'elles emploient autant de personnes l'une que l'autre, c'est-à-dire plus de 4 millions de salariés. Est-ce que vous vous demandez comment on peut résoudre le problème du chômage et employer des gens avec des entreprises de moins de 10 salariés? Il y en a des centaines de milliers en France. Voilà. Donc, la question qu'on ne pose pas au secteur privé, pourquoi vous la posez sur les expérimentations? On peut démultiplier des expérimentations de petite envergure, de même qu'on le sait bien, ce qui crée des emplois et ce qui fait tenir la machine économique en France, comme dans beaucoup de pays, c'est les PME. Bon, donc, mais raisonnons aussi en bonne comparaison. Anne-Laure Joly, justement, vous aviez une question sur, c'était pas vraiment une question, si je comprends bien, c'était plutôt une remarque sur l'accompagnement des employeurs. J'aimerais bien vous entendre là-dessus. Oui, bonsoir. Oui, je trouve que c'est intéressant aussi de se demander ce qu'en pensent les employeurs. Et souvent, alors on est tous employeurs, cela dit, dans nos structures, mais souvent, quand on se pose la question de l'accompagnement des personnes loin de l'emploi, il y a peu d'employeurs et du coup, je voulais juste parler d'une initiative, mais qui du coup illustre la question de l'accompagnement de ces petites entreprises justement qui n'ont pas des gros services RH, qui sont sur tous nos territoires et qui n'osent pas embaucher parce qu'ils savent pas trop si dans un an leur chiffre d'affaires, etc., qui ont du mal à définir leurs réels besoins et du coup qui cherchent des moutons à 5 pattes, donc ils les trouvent pas. Et donc moi je suis présidente d'une association sur la Seine-Saint-Denis là qui s'appelle C2DI 93, mais qui utilise une méthode qui appartient à un laboratoire de Bordeaux, qui s'appelle la méthode sur l'intervention sur l'offre et la demande. Et du coup, nos chargés de mission accompagnent autant les employeurs qui vont prospecter, ils prennent les pages jaunes et ils cherchent les entreprises d'une ville et ils vont taper à la porte, ils disent est-ce que vous allez avoir des besoins de recrutement bientôt, etc. Ils les accompagnent pour définir leurs besoins réels, pas de mouton à 5 pattes, pour essayer de les projeter un peu plus loin que le contrat à 3 mois, mais plutôt pour un CDD ou un CDI, c'est pour ça que ça s'appelle C2DI dans notre association, un CDD long, et qui ensuite, par ailleurs, accompagne des professionnels en recherche d'emploi très éloignés du marché du travail et c'est le chargé de mission qui fait la rencontre. On parlait tout à l'heure de la question de la confiance et de connaître les gens. Et en fait, le chargé de mission, il connaît autant les employeurs vers lesquels il a été prospecté et qu'il a aidé à définir leurs besoins que les professionnels qui lui ont été orientés. Et on fait de la mise en relation sans CV parce que les personnes qu'on accompagne, elles ont des CV qui sont trop à trous pour être présenté à un employeur, sur le poste de travail si possible, pour pas être dans un bureau, parce que c'est des personnes qui sont pas obligatoirement à l'aise avec le fait de se retrouver assis derrière une table, etc. Et ensuite, on accompagne normalement la période d'essai, mais parfois un peu plus loin, pour éviter tous les malentendus qui ont lieu sur un début de contrat, qui fait que la personne accompagnée, elle n'a pas l'habitude de travailler, alors elle va être un peu en retard, ou elle va pas être habillée comme il faudrait, etc. Donc pour lui traduire à elle
les malaises qu'elle ressent, et puis aussi pour aider à traduire les malaises que ressent l'employeur, et du coup, en s'appuyant sur cette double confiance, réussir le démarrage, quoi, enfin, qui est un moment crucial. Et du coup, je donnais un exemple aussi dans la conversation en disant, au-delà de définir le besoin de recrutement, c'est aussi accompagner les employeurs sur la prise en considération des contraintes des personnes pour que justement l'emploi puisse durer, parce qu'en fait, les employeurs, ils ont besoin de recruter à long terme. Pour eux, c'est coûteux de recruter à court terme, de recommencer tout le temps, et donc les accompagner pour leur dire, ces femmes dont vous avez besoin en service à la personne, parce que c'est plutôt des femmes, mais bon, s'il y a des hommes, tant mieux, elles peuvent avoir des contraintes si elles sont femmes seules avec des contraintes de garde d'enfants, etc. Si l'employeur arrive à aménager des équipes avec des horaires, etc., il va garder les femmes en question. Elles vont être formées, ils vont faire une culture d'entreprise, etc. Et en fait, cet accompagnement-là, on se rend compte que ça marche. Voilà. Donc, et donc, pour ceux que ça intéresse, la méthode d'intervention sur l'offre et la demande, elle raconte une part de ça. Et après, nous, on a rajouté, parce qu'on sait que la question de l'accès à l'emploi, c'est aussi la question de l'accès aux droits, que ce soit au logement, au papier, etc. Et donc, la dimension d'essayer d'aider l'employeur à penser un besoin à long terme, parce que l'emploi à court terme, en tout cas, ça permet pas de sortir de la rue ou d'un hôtel social. Voilà. D'accord, merci. Super intéressant. Je ne connaissais pas cette méthode. Samuel Améliore, ça fait un moment que vous levez la main, donc est-ce que vous voulez vous exprimer, s'il vous plaît? Oui, bonjour. Merci. Ça fait effectivement excusez-moi, quelques séances que je suis auprès des différents webinaires, toujours intéressants. Je relate souvent mon expérience en tant que directeur associatif d'une association fédérative de travailleurs de la collecte, de la revente, soit à l'industrie pour la ferraille, soit sur les marchés pour les bricoles que les gens récupèrent dans les encombrants, dans les rues. Il y en a beaucoup en France, à Marseille, à Lyon, à Bordeaux, à Toulouse, à Paris, qui n'ont absolument aucune reconnaissance autre que celle de dépenses policières d'exclusion, alors que ces gens travaillent pour 20 000 raisons que vous avez évoquées dans l'économie informelle, parce que cette économie est en manque de reconnaissance, elle est informelle, illicite, criminalisée. Ça stresse encore plus les personnes éloignées de l'emploi qui mènent à bien ces activités, qui sont utiles. Ça réduit les déchets, ça permet à des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent d'acheter de l'occasion, ça permet à tout le monde d'acheter des choses pas neuves, et ça permet de gagner sa vie, sinon il ne le ferait pas avec la police aux fesses et le mépris politique et sociétal de ce fait aussi. Voilà, il y a des demandes, il y a des vœux, des décisions, des financements disponibles, des expérimentations, des expériences, voire même tout simplement des métiers que nous, en tant qu'association, structure fédérative, on a pu proposer à certains BIFIN. Donc là, on est 5 en emploi salarié, bientôt 7. C'est des emplois plein temps avec des aides. Merci au Pôle emploi, merci à l'État de fournir 45% pour les handicapés ou 40% pour les jeunes, etc. Il y a des aides, donc ça marche selon les conseillers. C'est des personnes qui rentrent à 1322 net, qui ont 100% de mutuelle et qui, au bout d'un an, on l'espère, sont payés 1500, 1600, toujours avec 100% de mutuelle. Il y a un gisement d'argent public qui devrait être dédié dans la gestion des déchets qui coûte des fortunes. C'est pas le CICE, je me rends pas compte, mais c'est la moitié des dépenses des communes. Les politiques territoriales, municipales sont souvent tournées vers des grosses sociétés privées qui, elles, imbusent un peu des travailleurs, des fois sans papier, qui sont derrière leur camion pour incinérer. Les conditions de travail des éboueurs sont pas les meilleures, hein, c'est un métier à risque qui est vraiment très mal perçu par tout le monde aussi. Les recycleurs, les collecteurs, le zéro déchet, le zéro pauvreté, le zéro chômeur, ça passe aussi par des questions politiques et de révolution. Et en ce qui nous concerne, on sait bien qu'on est face à une situation scandaleuse, criminelle, corrompue, à l'échelon international, mais au niveau local en France, on se défend pas mal aussi. Il y a donc des personnes qui travaillent depuis 30 ans, 40 ans, 20 ans, des fois certaines de générations, et qui devraient développer tous ces petits métiers, qui développent déjà dans l'ombre, dans toutes les difficultés de l'oppression,
des métiers qui sont ceux d'hier, ceux d'aujourd'hui, même s'ils sont mis à mal, alors qu'il y a un gisement de liens sociaux, évidemment, par l'échange, par l'objet, par un truc qui a du sens. Emmaüs le fait très bien aussi à sa manière. Le Relais le fait aussi très bien dans le circuit industriel. Voilà, il y a cette question des contrats précaires qui est à mon sens, et dans notre structure, dont on débat, on ne prend pas de service civique, on ne recherche pas le bénévolat. Les métiers pour tous, c'est accessible, ça devrait exister. Il y a des exemples en Argentine où l'UTEP, l'Union des travailleurs de l'économie populaire, c'est tous les maçons, tous ceux qui travaillent de manière informelle pour vivre, pour répondre à des besoins formels de vie en société, se loger, se nourrir, éduquer, avoir de l'espoir, si possible dans un cadre le plus décent possible, équitable. Des organisations de ces personnes qui travaillent comme la nôtre sont à créer avec les personnes parce qu'elles savent faire de la solidarité, se défendre. Il faut beaucoup d'accompagnement, d'encadrement social, professionnel. Le temps passe, je voudrais laisser d'autres personnes aussi poser des questions. Voilà, donc juste pour vous inviter à soutenir au niveau politique local d'associations qui créent des richesses par les déchets à travers des ressources et qui savent les partager. C'est un peu l'âme de nos villes. C'est en train de disparaître. Donc voilà, merci de votre écoute et l'association Améliore est disponible pour échanger avec ceux de nos contrées qui ont envie d'agir concrètement pour mettre de l'argent dans la poche de tout le monde, quoi. Voilà, créer des richesses, quoi. D'accord. Parce qu'il en manque. Vous parliez de votre association, vous parliez de votre expérience. François Rivet posait une question autour de l'initiative Territoire Zéro Chômeur dont on a beaucoup parlé. Je sais que Alain Robin, vous avez développé aussi dans votre territoire, sur votre territoire, des initiatives qui rentrent dans cette expérimentation Territoire Zéro Chômeur. Et François Rivet demandait si il arrivait que ces parcours débouchent sur des emplois classiques. Alors François Rivet, vous voulez expliquer ce que c'est qu'un emploi classique et comme ça peut-être que Alain Robin pourra vous répondre. Oui, merci. Bonsoir à toutes et à tous et merci beaucoup pour ces échanges très intéressants. J'ai travaillé j'étais bénévole dans une association d'accompagnement des chômeurs et je retrouve beaucoup de problématiques, en particulier la problématique de la qualification. Oui, Territoire zéro chômeur longue durée, on a eu l'occasion de voir ces expérimentations. La question que je pose, ce sont en partie des emplois aidés, puisque en partie payés par des collectivités. Ces entreprises à but d'emploi, est-ce que ça permet aux gens qui s'inscrivent, qui sont salariés de cette entreprise, ils ne vont pas rester cette entreprise, ils ne vont pas forcément rester dans cette entreprise pendant des années. Est-ce que ça leur permet de déboucher sur des emplois classiques, c'est-à-dire, par exemple, des gens qui ont travaillé comme menuisiers ou dans les services à la personne, est-ce qu'après ils peuvent monter leur entreprise, est-ce qu'ils sortent du dispositif? Est-ce qu'il y en a beaucoup qui sortent? Voilà, c'est ça ma question. Donc nous accompagnons sur le territoire de Mauléon, l'un des 10 territoires en France, donc, qui est dans la première vague de l'expérimentation. Avec le recul que l'on peut avoir, d'abord, ces gens sont en contrat à durée indéterminée. Donc, moi, j'ai toujours l'habitude de dire, c'est une entreprise insérante, c'est pas une entreprise d'insertion. Souvent, sur le territoire, on dit, mais voilà, combien de temps ils vont rester? Mais ils peuvent rester tout le temps, ils sont en CDI. C'est une entreprise à but d'emploi qui les embauche en CDI. Et je vais dire, comment on peut demander à ces gens qui, pour certains, ça fait 5, 6, 7, 8, 9, 10 pour certains, qui sont sans emploi, que le système local n'a pas voulu les embaucher. Et là, on va leur demander au bout d'un an de retourner dans une entreprise. C'est-à-dire que, mais pourquoi vous avez embauché avant alors? Donc, le but, c'est déjà de les faire travailler, de leur donner un sens, de les faire travailler à leur rythme, avec leurs compétences sur des choses qui ne sont pas en concurrence avec des emplois du territoire. Et puis oui, certains, une toute petite partie, auront la chance, auront la possibilité peut-être, la chance, je ne sais pas si c'est une chance d'ailleurs, iront travailler ou vont peut-être pour certains, mais nous en tout cas sur Moulet, on n'a encore pas vu, créer leur activité
On a vu certains qui, allez, je vais dire 4, 5 sur les 4 ans depuis 2017 qu'on a ouvert l'entreprise, sont partis en CDI dans d'autres entreprises. Mais pour la plupart, non. Ils sont en CDI et ils vont y rester le plus longtemps possible parce que de toute façon, le territoire n'a pas voulu leur donner un emploi. Enfin, je veux dire, c'est ça la réalité. Hein. C'est-à-dire que quand on est sur un territoire où il y a 4-5% de chômage, quand ça fait 5-6 ans, c'est qu'il n'y a plus rien. Enfin, il n'y a plus d'espoir, ces gens-là. Donc, à un premier moment, on leur a donné un espoir. On leur a permis d'avoir un CDI, de se reconstruire, de se poser et ils continuent. Et c'est pas le sens de la démarche dès le départ. Hein. Le sens de la démarche dès le départ, c'était de créer un emploi pour ces personnes-là. C'était pas que ce soit un passage. Alors pour certains, ça le sera, mais pour moi, ça n'a jamais été l'objectif. Ça veut dire quand même, si je peux compléter juste très rapidement, je crois que c'est vraiment des dispositifs qui sont très complémentaires. Hein. C'est-à-dire que c'est pas un dispositif. Pardon, pas un dispositif, en tout cas des expérimentations ou des modèles qui sont très complémentaires parce qu'il y a besoin de sas vers le retour à l'emploi ordinaire, l'emploi dans les entreprises, dans les administrations, dans les collectivités. Il y en a besoin pour certaines personnes. Et puis, il y a effectivement Territoire Zéro Chômeur de longue durée qui construit un modèle alternatif tout à fait intéressant. Le modèle des compagnons d'Emmaüs dont on a parlé tout à l'heure, qui est aussi un modèle qui accompagne les personnes dans la durée, qui accompagne aussi d'autres types de personnes, par exemple des personnes qui n'ont pas de papier, qu'on ne peut pas accompagner dans des structures d'insertion par l'activité économique. Voilà, il y a tout un panel d'expérimentations, mais je pense qu'elles sont vraiment complémentaires et c'est tout le sens de ce qu'on disait tout à l'heure. Il n'y a pas forcément besoin, et d'ailleurs ça peut être une interrogation sur Territoire Zéro Chômeur, de changer des expérimentations et de les faire passer en dispositifs institutionnalisés. Parfois, il y a juste besoin d'accepter qu'il y ait des méthodes d'intervention différentes qui peuvent correspondre à des besoins différents de personnes différentes. C'est-à-dire que ma question, c'était se rapporter au fait qu'une partie du salaire des salariés des entreprises à but d'emploi du territoire zéro chômeur, une partie est fournie par les collectivités locales. Donc, c'est des subventions. Et l'inquiétant dans les subventions, un modèle économique basé sur les subventions, c'est difficile qu'il soit pérenne, parce qu'un jour, les subventions, on les supprime. C'est pas des subventions, c'est pas des subventions, c'est la redirection, c'est l'application des dépenses passives, en fait. C'est tout ce que l'État dépense pour que des personnes restent en chômage. Plus des subventions des collectivités, de la mairie ou de la collectivité territoriale. En tout cas, c'est dans tous les modèles que j'ai vus, c'était ça. Écoutez, c'est pas ce qui fait tourner les yeux aujourd'hui. Ok. Écoutez, merci beaucoup. Je suis désolée pour tous ceux dont nous n'avons pas pu prendre les questions, mais l'heure tourne. Et avant de conclure ce premier webinaire, je voulais laisser la parole à Olivier Legros, qui est géographe à l'Université de Tours. Olivier, le petit mot de la fin avec des perspectives pour les prochains webinaires. Bon, c'est toujours un beau cadeau. Donc, c'est le mot de la fin, voilà. C'est un exercice qui est toujours à la fois périlleux et toujours aussi intéressant. Voilà, l'idée n'étant pas de conclure, mais de dire un peu ce que je retiens à chaud, pour moi, modestement. Hein, je tiens quand même à le préciser. Et surtout parce que les échanges étaient vraiment super intéressants, hein, puis les interventions aussi. Alors, qu'est-ce que je retiens? D'abord, première idée, c'est que il faut aller à la douche. Hein, il faut aller à la douche, il faut passer nos catégories à la douche, hein, réviser, si vous voulez, nos catégories, et notamment celles de peu, pas qualifiées, qui collent pas bien ou qui a été mise à défaut, encore plus qu'elle ne pouvait l'être avant, par la crise Covid. Alors, il y a d'autres critères hein, qui, effectivement, apparaissent avec la crise, celle de la qualité, celle du caractère essentiel de l'activité, de l'utilité sociale, finalement, hein, je réfléchis en même temps que je cause, qui pourrait servir à la construction de nouvelles hiérarchies, d'une certaine manière. Mais on le voit bien, hein, comment on va pouvoir bouger ces qualifications
c'est évidemment très compliqué parce que c'est un acte de pouvoir. Nommer les choses, dire ce qui vaut pas, c'est un acte de pouvoir. Hein. Donc, on revient du côté du politique, hein, qu'on avait quitté. Pourtant, on voulait aller du côté de l'économique, et bien on revient du côté du politique. Première remarque. Deuxième remarque, c'est c'est quoi le marché pour ceux qui n'ont pas de qualification? Bon, il faut y revenir quand même, hein, parce que la deuxième intervention l'a bien dit. Hein, il y a, qu'on le veuille ou non, quand même des qualifications qui permettent d'accéder à des emplois. Bon, voilà. Hein, et quand vous savez ni lire ni écrire, c'est beaucoup plus compliqué. Donc ça, c'est très important. Alors, le marché de l'emploi, pour ceux qui n'ont pas beaucoup de qualifications, je vais dire comme ça, c'est simple, c'est l'emploi précaire. Hein, c'est l'emploi précaire, c'est-à-dire des emplois pénibles, souvent partiels, mal payés, là, avec des contrats, vas-y, comme je te pousse. Je dis très vite, je caricature, mais ça fait partie de l'exercice. Alors, toute la question, c'est de savoir si, effectivement, aujourd'hui, hein, la crise va pousser ces gens qui peuvent être plus qualifiés, finalement, à se rabattre sur ces secteurs qui étaient jusqu'alors plutôt, approvisionné, c'est pas le mot, mais vous comprenez, par les nouveaux arrivants, hein, par les immigrés. Hein, c'est un vieux classique. Les réponses, c'est que, elle est partielle, c'est oui. Hein, c'est encore la deuxième intervention qui le dit. On voit les étudiants qui interrompent leur parcours, hein, et qui vont justement trouver des jobs précaires, sans soucier ou se préoccuper de l'avenir. Voilà. Donc, il y a quelque chose d'assez dur et qui produit, c'est très important, la précarité de demain. Hein. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris aussi en tant qu'enseignant, hein, par parenthèse. C'est très difficile d'enquêter sur la précarité étudiante. Aussi parce que, justement, beaucoup d'étudiants en situation très précaire, on les voit plus, on les a plus devant soi, même devant la caméra. Vous savez, on a perdu le fil. Voilà. Donc, je vais très vite, je continue. La deuxième remarque est très importante, hein, que je retiens de M. Pallier, entre autres, c'est que, mais aussi, et ça c'est très important, de gens qui sont intervenus dans le fil de la discussion, c'est que cette fabrication des précaires, elle est donc des emplois précaires, hein, elle est aussi le fait des travailleurs sociaux d'une certaine manière. Hein, c'est pas moi qui le dis, ça a été dit dans la salle, qui participent finalement à alimenter le marché du travail très précaire. Voilà, en force de travail. Voilà, on fabrique des travailleurs précaires. Voilà. Bon. Hein, et c'est vrai notamment pour le CICE. Hein, voilà, ça a été dit à plusieurs reprises. Alors toute la question, c'est de savoir si on peut faire mieux. Ça serait quand même super. Hein, et ça serait même plus que super. Ça serait nécessaire, hein, vital. Qu'est-ce qu'on apprend? D'abord qu'il y a des expériences en cours. Hein. Alors, sur les expériences en cours, moi, ce que je retiens, c'est qu'elles, justement, permettent de fixer quelques principes de base, hein, pour faire mieux. La première, c'est la reconnaissance des compétences, partir des gens. La deuxième, c'est, je lis mes notes, la mutualisation des outils. Hein. Il y a un truc que j'ai entendu à plusieurs reprises. La troisième, c'est la sécurisation des revenus, hein, la sécurisation des revenus. Et là, vous avez un certain nombre de choses qui sont communes à différentes expérimentations qui ont été présentées ici. Et là, je fais le lien avec la semaine prochaine, ou enfin les prochains webinaires, hein, aussi avec le RTE, avec Territoires Zéro Chômeur, donc d'autres expériences que l'on évoquera dans les jours à venir. Je continue ma réflexion. Est-ce qu'on peut faire mieux? Je dirais que, et j'ai presque terminé, c'est que, de l'ordre de mes notes, c'est qu'il y a une deuxième piste. La deuxième piste qui a été confirmée par les acteurs de terrain, que sont les gens qui ont répondu souvent, mais aussi les intervenants, c'est les écosystèmes. Pour reprendre le mot, je répondrai à la remarque, hein, mais voilà, je suis obligé de caricaturer. Enfin, je le fais maintenant. Je fais au plus vite en reprenant aussi des mots qui sont apparus. Hein. Après, tout doit être nuancé et vous avez raison de le faire. Voilà. Donc sur les écosystèmes, donc il faudrait investir dans les écosystèmes. Pourquoi? Parce que d'abord, il n'y a pas de réponse générale, il n'y a pas de réponse standard, hein, il n'y a pas de généralisation possible des expérimentations. Donc, il faut cultiver, d'une certaine manière, la singularité des écosystèmes qui assurent
possiblement l'insertion des gens, voilà, pas seulement sur le marché de l'emploi, mais j'ai envie de dire, dans le monde du travail et de l'activité. C'est un peu différent. Ce que je retiens de ce que j'ai entendu encore, moi, je pense pas beaucoup, c'est pas mes spécialités, et quand bien même, c'est que ça peut marcher. C'est que oui, c'est peut-être une piste pour créer des activités de façon massive. Pourquoi ? Parce qu'il suffit de regarder très précisément, ou de comparer l'emploi créé par les grands groupes et l'emploi créé par les PMI, PME. Et là, on a des éléments de réponse qui me semblent quand même assez intéressant. Alors, ça pose, et j'ai presque terminé, un problème de méthode. Alors, comment on fait pour soutenir ces écosystèmes ? Il y a des pistes avec des méthodes là, qui travaillent sur la relation avec les employeurs. Enfin, voilà, donc on va cultiver l'écosystème un peu à la manière d'ergothérapeute, d'une certaine manière. Je sais pas, je me permets cette comparaison. Bon. Mais ce que je retiens, autre problème, c'est évidemment qu'il va falloir réorienter massivement les investissements publics. Depuis finalement l'aide à l'emploi précaire dans les grands groupes, etc., donc qui satisfait le néolibéralisme ou le capitalisme de la connaissance, je ne sais pas quelle expression est la plus satisfaisante, au profit justement de ces écosystèmes, de ces petits écosystèmes irréductibles d'une certaine manière. Et là, on se retrouve à nouveau dans le champ politique. Voilà. Donc, on a quitté l'économie et on revient. On a quitté le politique pour aller vers l'économique et manque de chance, on revient vers le politique. Voilà. Bon, voilà, la boucle est bouclée. La boucle est bouclée. Mince, pas de chance. Pas de chance. Merci à tous. Donc, merci en tout cas infiniment à Laurence, aux intervenants, et puis à vous d'avoir été fidèles. Merci aussi à Sciences Po de nous avoir permis ce webinaire. Martin va peut-être pouvoir vous renvoyer le lien vers les précédents webinaires, ainsi que les articles de synthèse ou articles complémentaires, notamment l'article de Cyprien Venel. Voilà, c'est une dynamique, c'est un rendez-vous. Donc, on espère vous retrouver, non pas la semaine prochaine, mais dans un mois. Si vous pouvez noter dès à présent la date du 13 avril. Donc, ce sera plus la question de la transition écologique, les potentialités, les possibilités de créer des emplois. Donc, dans ce contexte très particulier, il faut se serrer les coudes. Donc, prenez soin de vous. Bonne soirée. Et puis, j'espère donc à bientôt. Merci en tout cas pour ce partage.